Elle, c'est Emma. Elle a 15 ans, elle aime parler à ses copines et promener son chien. Mais aussi, comme toutes les filles de cet âge-là, elle rêve de s'acheter les baskets 3000. Emma, c'est moi. Il y a mon papa qui est en train de me dire qu'il y a un truc qui s'appelle l'inflation et qui est en train de nous faire perdre de l'argent. Je crois que ça veut dire qu'on pourra pas s'acheter les baskets 3000 pour cet été Quoi comme prévu. Ça, c'est Emma qui est en train de se rendre compte, à sa manière, qu'elle aussi, même si elle est jeune, elle subit cette fameuse inflation. Ce qui se passe en ce moment, c'est même pour les économies avancées un retour des niveaux d'augmentation des prix proches de ceux enregistrés il y a environ 30 ans. En janvier 2023, les prix à la consommation augmentent de 6% sur un an. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire en gros que l'objet que je veux acheter aujourd'hui sera plus cher si j'attends pour me l'acquérir demain, par exemple. C'est ainsi que l'inflation est vue comme un élément indésirable, nocif. Pourtant, on dit aussi que l'inflation permet de réduire plus facilement la dette publique qu'on doit rembourser. Le ratio dette sur PIB baisse parce que le PIB en valeur augmente. Mais je comprends pas si c'est souhaitable ou pas, ou si je pourrais m'acheter les baskets 3000. D'accord, je vois. Bon, je vais t'expliquer en partie les tenants et les aboutissants de l'inflation. Et tu comprendras en gros qui réagit à quoi. Emma, bienvenue à toi dans le monde des théories économiques. Revenons à cette fameuse inflation. On explique son origine de 3 façons différentes. D'abord, une inflation par excès de création monétaire. L'économiste Milton Friedman pose que tout accroissement de la quantité de monnaie entraîne une hausse des prix. L'origine de l'inflation viendrait de l'accroissement de la quantité de monnaie qui circule dans notre économie. Si on crée de la monnaie avec la banque centrale pour faire ce qu'on appelle des politiques monétaires, les prix vont automatiquement augmenter. Ensuite, une inflation par les coûts. Ça veut dire qu'une augmentation des coûts de production entraînera logiquement un accroissement du prix de vente. Ça peut provenir d'une hausse des impôts portant sur la production par exemple. C'est la réaction de base que ton boulanger fera quand il s'apercevra que le prix de sa farine aura augmenté. C'est pour ça que ton pain sera plus cher. Et finalement, une inflation par la demande. Sur un marché libre, le prix d'un bien est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande. Par conséquent, tout accroissement de la demande va avoir un effet inflationniste. Mais comment est-ce que le gouvernement réagit à ça quand il se passe des trucs comme ça ? Ils sont pas censés protéger les gens qui ont rien demandé ? Ah, bonne question. Du côté des actions du gouvernement, il y a des actions divergentes dans les théories économiques, car divergent les avis du lien entre inflation et croissance. Pour les économistes keynésiens, inflation et croissance sont liées. Toute politique de relance par la demande est source de croissance. Et toutes ces politiques provoquent systématiquement de l'inflation. A l'inverse, pour les libéraux comme Friedman, ces politiques keynésiennes provoquant de l'inflation sont un frein à la croissance. Par exemple, dans un contexte d'ouverture internationale, elles risquent seulement de réduire la compétitivité prix des produits nationaux. De ce point de vue, l'État possède juste un rôle d'accompagnateur. Il doit faire en sorte que la hausse de la production soit proportionnelle à la montée des prix. Mais du coup, en temps normal, on n'a aucune inflation ? Non, c'est plutôt une hausse régulière, mais modérée du niveau général des prix qui est l'objectif principal des politiques monétaires conduites par les banques centrales qui contrôlent tout ça. À ce titre, une progression de l'ordre de 2% par an est considérée comme optimale. Et pourquoi 2%? C'est une prévision qui permet aux entreprises d'ancrer leurs anticipations car il réduit l'incertitude sur les revenus futurs engendrés par l'investissement. Ça incite les gens comme toi et moi à placer dans l'économie leurs excédents de liquidité plutôt que de les garder dans la poche. C'est aussi ce qui permet de conserver les taux d'intérêt à des niveaux peu élevés pour que les ménages comme les entreprises puissent emprunter dans de bonnes conditions. Il faut garder l'œil sur ce taux d'inflation, car cela va de soi. Une inflation trop forte est nocive. Il ne faut pas quelque chose de trop brutal. Maintenant je comprends. Elle peut avoir certains bons aspects et d'autres moins bons, mais moi, comment je peux savoir si c'est une bonne chose pour moi ? L'inflation n'a pas les mêmes conséquences pour tous les agents économiques. Les agents pénalisés par l'inflation sont ceux qui épargnent, dont la valeur réelle se réduit si les taux d'intérêt réels deviennent négatifs du fait d'un accroissement de l'inflation. A l'inverse, les agents endettés et dont les dettes ne sont pas indexées parfaitement et immédiatement sur l'évolution des prix tirent parti de l'inflation, car la valeur réelle de leur remboursement tend à diminuer avec l'inflation. L'État, par exemple, qui est structurellement endetté, est l'un des principaux perdants de la politique de désinflation compétitive menée dans les années 80 pour réduire l'inflation. Donc la plupart des gens sont pénalisés ? Là, ça devient intéressant, parce qu'ici, ça concerne beaucoup de monde. François Mitterrand disait:
L'inflation, impôt pour les pauvres, prime pour les riches. On peut dire ça dans la mesure où elle rogne davantage le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leur budget à l'alimentation et l'énergie. Et ce sont les prix des biens alimentaires et de l'énergie qui généralement tirent l'inflation vers le haut. Avec la perte du pouvoir d'achat, on a deux types de comportements, surtout pour les plus modestes, comme la recherche de biens moins chers ou le renoncement à des biens moins essentiels ou pour lesquels ils peuvent reporter cette consommation, comme le loisir, l'habillement, certains des aliments comme les fruits et les légumes. Pour faire des économies, il n'y a pas de recette miracle. Si ce n'est comparer les prix avec des simulateurs d'indices des prix personnalisés, éviter le gaspillage, ou même négocier une augmentation salariale individuellement ou collectivement, proportionnellement à l'indice des prix. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Maintenant, il faut que j'explique tout ça à Julie. J'ai beaucoup à lui dire. Allô Julie, j'ai un plan pour les vacances.